Somnifère, le podcast. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour, c'est éternel, chantait Édith Piaf. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Lina, une jeune femme qui décide de n'écouter que son cœur et pour qui la raison n'a pas sa place en amour. Un soir au théâtre, elle rencontre Jacques et reconnaît en lui l'homme de sa vie. Les deux jeunes gens se mettent en ménage et vivent une relation qui étonne par son intensité et par la profondeur des sentiments qui les unit. Mais pour vivre les plus grandes joies, il faut parfois accepter d'essuyer les plus grandes douleurs. Et si cela valait quand même la peine. C'est une nouvelle pleine de philosophie d'Alice Marie Céleste Durand et intitulée Lina. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Dans un premier temps, prenez une lente et profonde inspiration par le nez. Retenez-la pendant quelques secondes et laissez aller toutes les tensions à l'expire. Une seconde fois, une profonde inspiration par le nez. On retient quelques secondes et on laisse aller toutes les tensions à l'expire. À présent, laissez votre respiration redevenir tranquille et naturelle et tâchez de l'observer pendant quelques instants, sans attente, comme avec curiosité. Vous pouvez placer une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine si votre position le permet. S'il y a des pensées qui vous viennent, ce n'est pas grave. Notez et acceptez simplement leur présence comme un observateur extérieur, sans affect. Et faites glisser votre attention sur votre respiration à nouveau. Laissez-vous tranquillement bercer par les mouvements de votre respiration. Laissez tranquillement votre esprit se calmer, vos tensions se dissiper à mesure que vous inspirez et que vous expirez.
température de l'air à l'inspire et à l'expire. Portez votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de chaleur les envelopper. Laissez cette sensation remonter lentement vers vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos. Vos épaules qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de détente s'installer un peu plus à chaque expire. Avant de rejoindre votre nuque, tranquillement, comme un subtil massage. Puis votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. C'était une danseuse et c'était ma sœur. J'ai résolu d'écrire son histoire avec le peu d'orthographe que je possède afin de la faire lire à ses enfants quand ils seront assez grands pour la comprendre.
Elle s'appelait Magdalena, et nous la nommions Lina. Elle était blonde et mignonne, les yeux bleus foncés. La bouche était grande, mais garnie de si jolies dents. Elle avait 19 ans, et ses débuts promettaient un bel avenir. Elle s'était fait aimer de tout le monde au théâtre. Les machinistes même lui souriaient quand elle glissait à travers les décors. C'était une enfant gâtée du public et de ses camarades, et je l'avais conservée en dépit de toutes les galanteries dont elle était entourée. Conservée, oui, non par mes conseils, cela ne s'écoute jamais, mais par l'exemple des malheurs qui suivent une faute. En grandissant, elle avait compris, entendu dire peut-être, pourquoi je vivais seul et triste. Et je l'avais vue repousser gentiment, sans rudesse, toutes les offres malsonnantes. Mais l'amour n'avait pas encore passé par là, et je me demandais avec effroi ce qui s'agiterait dans ce jeune cœur le jour où la passion s'y éveillerait. Ce jour vint. Un soir, en rentrant d'une représentation où elle avait été bien fêtée, Lina, en robe de nuit, vint s'asseoir à mes pieds dans le salon. Je vis qu'elle avait quelque chose à me dire. J'appréhendais sans savoir quoi, mais je résolus de la laisser parler. « As-tu vu le comte Jacques ?» me dit-elle après un long silence. Le comte Jacques était un habitué des fauteuils d'orchestre. Il avait 22 ans, un beau visage, une élégante et fière tournure, et une grande fortune déjà considérablement ébréchée par des folies chevaleresques dont son honneur, au moins, n'avait jamais eu à souffrir. Je compris que Lina m'échappait, et pour toute réponse, je fis un signe de tête. Il m'a demandé la permission de se présenter chez nous, continua Lina. Après un silence, elle ajouta. J'ai dit oui. Un second silence suivit. Je l'aime, fit-elle avec une singulière douceur dans la voix. As-tu bien réfléchi ? Lui dis-je tristement. Oui, continua-t-elle en posant sa tête sur mes genoux. J'ai beaucoup réfléchi, et voici ce que je me suis dit. Épouser un de mes camarades du théâtre ou de l'orchestre, non. J'ai trop vu de telles unions pour ne pas les apprécier à leur valeur. D'ailleurs, je ne puis aimer ces gens que je vois avec tous leurs défauts, leurs vices, leurs bonnes grosses qualités qui les rendent charmants ou insupportables. Me marier hors du théâtre, être déclassé, humilié, non encore. Mais aimer de toute mon âme, aimer le temps que Dieu voudra. Et puis, répétai-je. Et puis mourir, dit-elle doucement en souriant. Mourir ou vivre avec le souvenir de quelques belles années de bonheur et de jeunesse et oublier que j'ai un cœur. Je secouai la tête. Je savais bien, moi, qu'on ne vit pas ainsi, à moins d'avoir été comme moi, froissé, brisé dans ses fibres les plus intimes, et d'ailleurs je n'étais pas jolie. Mais elle, charmante et adorée, pourrait-elle? Avant de gâter la tienne, lui dis-je, regarde ma vie. Je l'aime, répondit-elle en se blottissant contre moi. Je tentai un dernier effort. Sais-tu s'il mérite qu'on l'aime, lui dis-je. Ah, voilà ce qu'il faut savoir, fit-elle lentement. Je verrai bien. S'il parle de présent, tout sera fini, je ne le reverrai jamais. Elle me dit bonsoir et s'en alla. Resté seul dans le salon avec le feu qui s'éteignait, je pleurai longtemps sur elle et sur moi. 20 fois je fus sur le point d'aller lui parler, de lui raconter l'histoire de mon désespoir, de ma vieillesse anticipée. Je n'ai que 8 ans de plus qu'elle, et je parais sa mère, tout cela pour une faute vulgaire. Je me retins.
Jamais l'expérience d'autrui n'a corrigé personne, me dis-je tristement. Elle se cachera de moi, voilà tout. Et qui suis-je pour lui faire de la morale? Lasse de pleurer, je me levai et sur la pointe des pieds j'entrai dans sa chambre. Elle dormait d'un sommeil d'enfant, les bras croisés sur sa poitrine dans ses longues tresses blondes. Combien de nuits dormira-t-elle encore ainsi? Je me retirai, le cœur gros. Il y a encore une chance, pensai-je en me couchant, c'est qu'il la blesse en lui offrant ses richesses. Elle le repousserait sans pitié. Et je m'endormis en priant Dieu de permettre que le comte Jacques fût un homme comme tous les autres. Le ciel n'exauça pas ma prière. Je l'ai trop fatigué de mes vœux autrefois. Le comte Jacques n'était pas comme les autres. Je ne sais pas ce qu'il pensait de Lina avant d'entrer chez elle, mais quand il l'eut vue dans sa chaste dignité, la dignité d'une danseuse, cela va faire rire le monde, il ne demanda pas à être l'amant de la danseuse, il devint l'amoureux de la jeune fille, et c'est ce qui perdit Lina. Il venait tous les jours. Je ne les dérangeais jamais. La maison n'était-elle pas à ma sœur? Il causait, il s'asseyait à ses pieds, il baisait ses mains fluettes, et quand elle lui montrait du doigt l'heure à la pendule, il s'en allait soumis. On se serait bien moqué de lui au dehors si l'on avait su que l'amant de Lina n'avait pas encore effleuré ses lèvres. Un jour, vers l'heure du dîner, Lina m'appela. « Julie, me dit-elle, pourquoi ne viens-tu jamais au salon quand le comte y est? Veux-tu dire qu'on mette son couvert? Il dîne avec nous ce soir. » J'obéis tristement. Lina ne s'appartenait plus. J'en veux cruellement au comte Jacques, et pourtant je ne puis prononcer un mot de blâme contre lui. Il s'est toujours comporté irréprochablement, selon les lois du meilleur monde. Il ne donna rien à Lina, il savait qu'un tel amour ne se paie pas. Son charme naturel en faisait la plus aimable compagne. Au théâtre, on l'avait taquinée quelque temps. « Eh bien oui, je l'aime, » avait-elle répondu. Et après? On avait fini par n'y plus penser. Depuis quelque temps, Lina pâlissait. Elle était vite essoufflée. Elle demanda et obtint un congé de 3 semaines. Elle me parut changée. En m'entendant, elle se retourna joyeusement. « Julie, dit-elle, si tu savais quel bonheur, Jacques est si content. Ce sera un fils. » Elle était si heureuse, si triomphante, que je n'eus pas le courage de souffler sur sa joie avec les réalités de la vie. Elle ne retourna pas au théâtre, le comte ne le permit pas. Jamais jeune femme ne fut plus soignée et plus gâtée. Elle avait eu raison, ce fut un fils que le comte reçut dans ses bras en pleurant de joie. Lina fut bientôt sur pied. Le vieux médecin du comte, qui l'avait vu naître et qui venait chez nous depuis 2 ans, lui permit de reprendre la danse. Car elle tenait à gagner sa vie, comme elle disait. Jacques pouvait lui donner le superflu, mais elle ne voulait devoir le nécessaire qu'à elle-même. Une nourrice fut engagée pour le bébé. Le comte voulait un appartement plus vaste. Lina tenait à ne pas quitter le logis où elle avait aimé Jacques. Cédant à ce caprice, celui-ci fit déménager à prix d'or les locataires qui habitaient l'autre moitié de notre étage. Il orna cet appartement, fit ouvrir en secret une porte de communication, et un soir, en revenant du théâtre, Lina trouva son logement agrandi de moitié. Elle voulait gronder, mais Jacques étouffa ses paroles sous un baiser. « J'ai gardé notre chambre, lui dit-il, mais il me fallait bien un cabinet de toilette. »« Tu resteras donc ici, répondit-elle, saisie de joie. »« Toujours, ma bien-aimée. » Effectivement, le comte Jacques ne nous quitta plus.
Il avait conservé son logis de garçon où il recevait ses amis et son courrier, mais il dînait presque toujours avec nous et revenait tous les soirs. Jamais je n'avais vu Lina si heureuse, et je me disais parfois qu'une bonne fée devait avoir présidé à sa naissance pour qu'elle eût toutes les joies là où j'avais eu tant de peine. 2 ans s'écoulèrent ainsi sans nuage, au bout desquels Lina se trouva enceinte une seconde fois. Les 6 premiers mois, tout alla bien. Puis tout à coup, elle devint faible et nerveuse. Le comte Jacques, de son côté, se montra fort préoccupé de son état maladif. Insensiblement, le logis s'assombrissait. Jacques fut forcé de faire un petit voyage auprès de ses parents qui habitaient leur terre. Il devait rester 8 jours absent, il en fut 15. Et malgré ses lettres quotidiennes, je voyais Lina devenir de plus en plus sérieuse. Un jour, je pris à part le vieux bon médecin qui la soignait avec tant de dévouement. « Qu'a-t-elle » lui dis-je. « Sa grossesse la fatigue plus que de raison, » répondit-il. Je n'en saisis pas clairement le motif, c'est probablement nerveux. Jacques devrait revenir, je lui écrirai. Jacques revint aussitôt, et Lina sembla reprendre goût à la vie. Elle accoucha d'une petite fille, Pauline. Jacques était toujours aux petits soins auprès d'elle. Cependant, il ne pouvait déguiser une certaine préoccupation, une certaine tristesse qui ne m'échappait pas. Je sentais venir un malheur, mais pouvais-je l'interroger ? Un jour, Lina était sortie en voiture. C'était la seconde fois depuis ses couches. Jacques vint me chercher. « Petite sœur, » me dit-il d'un air soucieux, « le docteur nous attend au salon. Venez un peu, j'ai à vous parler. » Je me sentis frappé au cœur, mais je le suivis sans mot dire au salon, où le docteur nous attendait en effet d'un air fort grave. « Voilà ce que c'est, » dit Jacques d'une voix embarrassée. « Je suis ruiné, ou à peu près. J'ai 27 ans, et mon père veut que je me marie. Il a arrangé cela avec une famille amie, et le mariage est conclu pour le mois prochain. » J'étais stupéfaite. L'épouvante me fermait la bouche. Jacques continua. « Il y a 4 ou 5 mois qu'il en est question. Le docteur sait que j'ai refusé énergiquement. J'aime Lina et je ne voulais pas la quitter. J'ai lutté avec mon père jusqu'à ce qu'il me menaçât de sa malédiction. Ma mère en est tombée malade de chagrin. C'est alors que je suis allé la voir. Le docteur sait tout. » Le docteur acquiesça d'un signe de tête. « Que fallait-il faire ?» continua Jacques. « J'aurais été heureux d'épouser Lina, mais jamais mon père ni ma mère n'y consentiront. Il faut que je leur obéisse, non par goût, mais par devoir filial. Comprenez-vous, Julie ?» ?»« Et Lina ?» fis-je d'une voix brève. « Le docteur nous dit qu'elle est en état de supporter la commotion. » »« Du moins, elle en a l'air, je n'ai rien dit de plus, » fit le docteur sans bouger de sa place. « Il faut que je parte demain, » ajouta Jacques. « Les longues émotions ne valent rien, plutôt trancher d'un coup. D'ailleurs, le docteur sera là. »« J'y suis forcé, vous dis-je, Julie. Vous savez que je ne suis pas un homme à paroles inutiles, ni à faux serments. M'en voulez-vous beaucoup ?» ajouta-t-il en me tendant la main. « Je n'en sais rien, » répondis-je sans la prendre. « À votre place, je sais que je n'aurais pas abandonné Lina. » J'ignore ce qu'il allait dire. Lina entra toute frileuse, c'était au premier jour de l'hiver. Elle fit servir le dîner. Ce repas fut triste. Lina n'avait pas l'air de s'en apercevoir. Elle se disait fatiguée. Nous passâmes au salon.
Elle s'étendit sur sa chaise longue et Jacques s'assit près d'elle comme d'usage. Le docteur et moi, nous avions engagé une partie d'échecs par contenance, car nous poussions les pièces au hasard sans savoir ce que nous faisions. Enfin, le docteur se leva. « Je vais voir les enfants, dit-il. Et il sortit. Jacques se laissa tout doucement glisser à genoux sur le tapis, la main de Lina dans les siennes, en la regardant avec une douloureuse tendresse. Je vis bien qu'il l'aimait toujours et qu'il souffrait jusqu'au plus profond de son être. « Lina, lui dit-il doucement, tu sais que j'ai un père et une mère. » Lina fit un signe de tête. « Tu sais que leur idée est de me voir continuer la famille. » Elle répondit de même. « Lina, mon amour, il fondit en larmes. On nous sépare. »« Tu te maries ?» lui dit-elle doucement. Je sentais tout son sang lui refluer au cœur. Elle pâlissait d'instant en instant. Il ne pouvait pas répondre. « Je le savais, continua-t-elle à voix basse. Ne sois pas si triste. »« Tu le savais, fit Jacques effrayé en la regardant. Tu le savais, et tu ne m'en as rien dit. À quoi bon te faire de la peine, dit-elle avec la même douceur. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Il ne te reste plus qu'à obéir. Il y a 4 mois que je le sais, tu as perdu ici la dernière lettre de ta mère avant ton voyage, avant sa maladie, tu sais. Je l'ai lue. Pauvre Lina, comme tu as souffert, disait-il en pleurant sur les mains glacées de ma sœur. Je t'aime. Je te jure que je t'aime. Je le sais, répondit-elle en se penchant sur lui pour l'embrasser. Je ne t'en veux pas. J'ai été très heureuse. Je savais que cela devait arriver. Malgré tout, je suis contente de t'avoir aimé. Calmé par sa douceur, Jacques reprit un peu de courage. J'ai pensé aux enfants, dit-il en tirant 2 papiers de sa poche. Et à toi, ajouta-t-il en glissant un 3e papier sous les autres. Lina regarda les 2 premiers. C'était pour chacun des enfants une donation de 100 000 francs. J'aurais voulu faire davantage, disait Jacques honteux. C'est tout ce qui me reste. Je n'ai besoin de rien, je serai riche. Elle prit le 3e papier d'une main négligente et le jeta au feu sans l'avoir ouvert. Je n'ai pas le droit de refuser pour les enfants, mais pour moi je n'ai besoin de rien, dit-elle en tendant la main au comte. Mais de quoi vivras-tu ? La rente des enfants ne suffira pas pour 4. Du théâtre, répondit-elle avec un étrange sourire. Quand pars-tu ? Demain. Tu restes ce soir ? Oui, certainement. Et cette nuit ? Fit-elle plus bas en le regardant avec une lueur singulière dans ses yeux bleus. Oui. Merci. Je t'aime, lui glissa-t-elle à l'oreille. Elle se leva lentement, m'envoya un baiser, passa un bras au cou de Jacques et se dirigea vers sa chambre. La porte se referma sur eux. Le docteur rentra. Eh bien, comment l'a-t-elle pris ? A-t-elle beaucoup pleuré ? Pas une larme. Il hocha la tête. Tant pis, dit-il. Elle le savait quand il est parti il y a 4 mois, ajoutai-je. Je m'en étais douté, répondit-il. C'est très sérieux. Il faudra voir. Je reviendrai demain. Je ne dormis guère.
Le lendemain à 8 heures, à la clarté grisâtre d'une pluvieuse matinée d'hiver, je rencontrai le comte Jacques en costume de voyage dans la salle à manger. « Comment va-t-elle » lui dis-je, toute tremblante. « Elle est calme, » répondit-il sans me regarder. Il me donna une adresse pour lui envoyer de fréquentes nouvelles de ces êtres si chers à son cœur la veille encore et qui demain ne seraient plus rien pour lui. Il embrassa son fils en train de barboter dans son lait du matin, sa fille endormie au sein de la nourrice, me tordit la main d'une dernière étreinte, puis me dit « Veillez sur elle ». Et il partit. Il n'était pas méchant, cet homme, et la société qui nous l'arrachait n'avait pas tort non plus. Qui donc avait tort dans cet épouvantable sacrifice? Était-ce la victime? Mais ces choses-là sont au-dessus de mon jugement. Quand la porte fut fermée sur lui, j'entrai doucement dans la chambre de ma sœur. Elle était calme en effet, et pleurait silencieusement, la face cachée dans l'autre oreiller, celui où la tête du comte Jacques avait laissé son empreinte. Je me penchai sur elle. Le parfum qu'il portait à ses cheveux s'était attaché au creux de cet oreiller. C'est tout ce qui restait à Lina de son amant envolé. « Ma sœur chérie, » lui dis-je tout bas. « C'est toi, Julie, » répondit-elle. « Dis qu'on me laisse dormir, je suis un peu souffrante. Je ne me lèverai pas aujourd'hui. » Elle se détourna, rapprocha d'elle l'oreiller de Jacques et plongea son visage dans le creux parfumé. Je refermai sa porte et je me verrouillai pour pleurer en paix. Elle ne se leva plus. Le docteur, que j'interrogeais tous les jours avec une impatience fiévreuse, me répondait « anémie. Anémie si l'on veut, mais quand les forces de la vie morale vous abandonnent, où le sang reprendrait-il sa richesse ?» Elle vécut encore 4 semaines avec cet oreiller près d'elle qu'elle ne se laissa pas enlever et le portrait de Jacques dans le creux de sa main. « Et tes enfants, Lina ?» lui dis-je un jour. « Tu les aimeras bien, » répondit-elle. Quelques jours avant la fin, elle me fit asseoir près de son lit. « Écoute, » me dit-elle, « il faut que tu lui pardonnes. Tu lui diras que j'ai été heureuse et que je le remercie. Qu'il aime bien les enfants surtout. Dis-lui que j'ai été très heureuse, n'est-ce pas, du premier jour que j'ai su que cela devait arriver. Tu t'en souviens? Hélas, si je m'en souvenais. 5 ans et la mort au bout de son bonheur. Après tout, elle avait peut-être raison. Un soir, elle s'endormit sur l'oreiller de Jacques et ne se réveilla plus. 6 mois après, lui, il arriva vieilli, désolé, bourrelé de remords. J'avais eu envie de le torturer. Je n'en eus pas le courage et je lui répétai le message de Lina. « Je l'ai tué, » me dit-il. « Et ma femme a un caractère infernal. Nous nous détestons. Je serai malheureux toute ma vie. » Il adore ses enfants, dont sa femme est jalouse, mais il ne s'en soucie guère et ne désire pas d'héritier. Moi, j'élève mes 2 orphelins, pourvu que je vive assez longtemps pour épargner à Lina le sort de sa mère. J'aurai du courage, cette fois. Et puis, elle a un père pour la protéger. Qui sait? Lina a peut-être été plus heureuse que si elle eût vécu comme tout le monde.
Bonne nuit. Bonne nuit.